Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier qui va vous parler des forêts d'Ardennes. Bonjour à toutes et à tous. On va se présenter, je m'appelle Laurence Dekir et je suis cofondatrice d'un bureau d'études dans le développement du tourisme et plus particulièrement dans l'innovation du tourisme. L'innovation sous son terme le plus large, puisqu'on travaille tant sur l'innovation des services, de la gouvernance que sur les produits et la communication. Je m'appelle Denis Genevoix, Denis. Laurence a tout dit, je suis l'autre cofondateur, puisque co, ça veut dire à plusieurs. On parlera beaucoup de co d'ailleurs aujourd'hui ensemble. Tiens, quels sont ceux qui sont du territoire ardennais ou proche de l'Ardenne ici? Est-ce qu'il y en a? Parce qu'on sait que les... Ah, voilà, il y en a. Il y en a un qu'on connaît qui ne lève même Voilà, plus la main maintenant. Oui. Hein, quels sont ceux qui sont au nord de Paris, tout simplement? Voilà. Et les autres, vous êtes plutôt au sud? C'est bien. Oui, c'est bien. Non, pas forcément, non. Il y a quoi? Il y a du breton, il y a du... L'autre côté, des Alsaciens. Ah bah oui, voilà, c'est très bien. De toute façon, on le sait, on partage tous les mêmes problèmes, les mêmes situations. On vit tous le surtourisme. Attention. Voilà. Alors, Allez. on va vous parler des forêts d'Ardennes et en fait on aurait pu parler d'autres territoires. On parle de celui-là parce qu'on le connaît bien, on l'a expérimenté, on a travaillé sur ce territoire, mais on aurait pu choisir un autre territoire rural en France, en Suisse ou ailleurs. Alors on va être, je pense, le seul atelier de ces rencontres qui va vous parler d'échecs. Hein, donc ça fait du bien aussi de parler d'échecs, et on va voir pourquoi tout à l'heure. Et donc on va vous expliquer comment on peut, à un moment donné, se planter, se tromper, mais surtout derrière, réagir et réussir. Bien. Alors, si je vous dis Ardennes, alors oui, sans S ici, puisque l'Ardenne belge, c'est sans S. Maintenant, il y a un grand territoire, grand massif ardennais là, qui va englober aussi nos voisins d'Ardennes françaises. Cela dit, à quoi ça vous fait penser? Quels sont les marqueurs identitaires? Certains ont parlé de clichés, on va plutôt parler au positif, de marqueurs identitaires qui vous viennent à l'esprit quand on parle d'Ardennes. Alors, Voilà. marqueur identitaire historique, effectivement. Et c'est ça qui amène, notamment en Belgique, du côté de Bastogne, pas mal de visiteurs américains, notamment. Voilà. Quoi d'autre? J'en ai entendu quelque chose. Les sangliers, oui. C'est d'ailleurs l'emblème de la province du Luxembourg chez nous. Équivalent d'un département, oui. Ok, donc la littérature, voilà, oui. Autre chose? Le mot était dit, forêt. C'est bien aussi de parler de forêt, donc effectivement, ça c'est dans le titre. Alors, bah oui, il y a un petit peu tout ce que vous avez cité. Donc effectivement, le côté très, très verdoyant, très boisé. Chez nous aussi, c'est une terre qui est identifiée parce que bon, la première clientèle touristique en Wallonie, qui est souvent plutôt une terre de passage, enfin qui est très souvent une terre de passage, une clientèle importante pour nous, ce sont nos voisins les plus directs, la Belgique étant un pays régionalisé, ce sont les Flamands. Et les Flamands apprécient particulièrement, et nous aussi d'ailleurs, les salaisons ardennaises. Si vous n'avez jamais mangé de pipe d'Ardenne, je vous invite à goûter ça, c'est très très bon. Voilà. Alors, on a aussi le problème sur ce territoire, enfin, on a surtout un problème, c'est celui d'une offre qui est vieillissante. Ici, vous avez une photo du centre de Saint-Hubert. Alors, Saint-Hubert, c'est le saint patron de la chasse. C'est une ville, justement, qui a une histoire et une identité fort associée, effectivement, à la chasse du gibier, principalement le cerf. Il y a toute une tradition de corps de chasse. Cette photo des années 50 de Saint-Hubert, en fait, si je vous avais mis à côté une photo de Saint-Hubert aujourd'hui, la même photo, ça n'a pas changé. Alors, c'est positif aussi, c'est pas forcément négatif. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que la photo qui n'a pas changé. L'offre touristique non plus, elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé. Et si elle convenait effectivement bien aux attentes d'il y a plusieurs dizaines d'années, aujourd'hui, on le sait, le monde a changé et on n'est pas vraiment raccord.
Alors il y a aussi un problème qui s'amplifie, qui s'est amplifié au fil des années chez les sociopros, chez beaucoup de sociopros. Alors on ne va pas faire de généralité, c'est pas tous, mais chez beaucoup de sociopros, il y a un très net manque de conscience identitaire. Justement dans le cadre d'un travail qu'on a accompli, celui qu'on va vous expliquer, on a eu l'occasion de rencontrer des propriétaires d'hébergement, souvent très sympathiques et très professionnels, et on se rappelle de Scoop qui était très fier de nous présenter. Ils sont en plein massif forestier ardennais, ils ont une maison de caractère, on est en pierre du pays, donc c'est vraiment authentique, mais ils étaient très fiers de nous présenter leur chambre Madagascar et la décoration de leur chambre avec toutes des pièces rapportées de voyage à gauche et à droite, ce qui est un peu un décalage par rapport à ce que leurs clients s'attendent à trouver, surtout quand ils connaissent la bâtisse de l'extérieur et qu'ils la voient de l'extérieur. Alors on a un territoire qui avait quand même une opportunité à l'époque de leur étude de développement, c'était d'avoir un ministre du coin. Et d'un ministre, comme vous le voyez, qui était bien ancré qui avait ses racines locales très très profondément ancrées et qui avait envie de proposer quelque chose de nouveau pour ce territoire forestier. Alors, en Wallonie, en Belgique, la notion d'Ardennes, c'est quelque chose d'important pour nos marchés cibles, mais il voulait vraiment valoriser les territoires forestiers comme de véritables destinations touristiques. Et donc, on est en 2008, donc vous voyez, c'était il y a 11 ans. Et donc, il est du coin et il a envie de porter un véritable projet. Et donc, il propose au territoire, enfin, il fait organiser par son administration, une étude qui va porter sur la valorisation touristique de ces forêts. Comment est-ce qu'on peut effectivement faire de ces territoires de véritables destinations dans lesquelles on va entrer, dans lesquelles on va consommer, dans lesquelles on va vivre un certain nombre d'expériences, d'activités, etc. Et donc cette étude avait défini différents, ce qu'on a appelé des massifs forestiers, il y en avait plusieurs, et a défini pour l'ensemble de ces territoires une stratégie de développement qui allait s'inscrire dans un concept qui était baptisé Forêt d'Ardennes. Donc vraiment une appellation très intéressante par rapport aux réalités territoriales et par rapport au public cible. Cette étude était vraiment définie comme la stratégie de développement pour le territoire. Donc on voit qu'au départ, on avait réfléchi le développement de ces territoires, et on partait avec quand même quelque chose d'intéressant qui était une étude qui a été réalisée, qui a nécessité beaucoup de moyens et qui définissait vraiment la stratégie globale, mais également une stratégie spécifique pour chacun des massifs en tenant compte de leur propre réalité. Puisque on n'est pas un grand territoire, mais c'est clair que si on est dans la région d'Arlon, on a une autre réalité que celle qui est à Chimay, qui est à une centaine de kilomètres de là. Alors, on se dit, ils sont bien partis. Et donc, effectivement, chacun se définit également un positionnement. 4 territoires sont retenus pour vraiment mettre en œuvre cette stratégie. Et qu'est-ce qu'on fait ? On leur colle une belle étiquette marketing en disant toi, tu seras la grande forêt d'Anlier et tu vas te positionner sur le slow tourisme. Toi, Pays de Saint-Hubert, ça sera vraiment par rapport à ces notions de grande forêt et tout l'imaginaire qui est lié par ça. Et donc, à chacun, on donne une étiquette, on donne un positionnement et on dit maintenant, il va falloir développer des produits en lien avec ce positionnement. On voit aussi que ce territoire... Ah, pardon. Non, mais on voit aussi que ce territoire, je vais essayer de rebondir sur ta phrase, comme c'est le cas chez vous aussi. Je ne sais pas si on utilise cette expression-là. Nous, en Belgique, on aime bien parler de lasagne institutionnelle. Le millefeuille, voilà. C'est parce que, en Belgique, nous, on a une immigration italienne qui est très présente historiquement, qui a laissé des traces, notamment dans ma famille. Voilà. Et donc, nous, on parle de millefeuille, de lasagne, donc de cette multiplication des couches. De toutes ces couches qui, en plus, ça doit être pareil chez vous, essayent de se donner une légitimité, une raison d'exister, parfois à juste titre, parfois avec pertinence, parfois avec un élu ou l'autre derrière qui a surtout une volonté d'exister personnellement. Et voilà, donc c'est compliqué. Alors du coup, ça donne effectivement, parce que tout le monde a au chapitre, une structure de management, alors des structures de management du projet multicéphale. On a un OGD
provincial, donc province, c'est un peu l'échelle d'un département chez vous, qui a aussi une stratégie de marque. On a également là un projet interrégional avec cette marque Ardennes, où là dans laquelle sont impliqués aussi des Français, notamment du côté de Charleville-Mézières, et Julien, qui d'autres, des Luxembourgeois, il n'y a pas d'allemand dans le coup, hein, pour le coup, non. Mais voilà, ça c'est encore une autre structure qui coexiste à côté des forêts d'Ardennes. Une maison du tourisme, donc ça c'est un OGD Comcom, on va dire. Un OGD municipal, communal. Un office de tourisme, et puis il y a aussi le commissariat général au tourisme, là, qui est la structure fêtière de l'organisation du tourisme en Wallonie. Bref, tout ça ne facilite pas la lecture et l'efficacité, la rapidité. Voilà, ici vous avez l'illustration de cette marque Ardennes dont on parlait, qui utilise aussi donc, ce terme Ardennes, mais qui peut collaborer effectivement avec Forêt d'Ardennes, mais qui est totalement une autre structure. Cela dit, il y a effectivement cette complexité institutionnelle, mais il y a du positif aussi. Il y a un environnement innovant, relativement motivant. On a une structure qui s'appelle Creative Wallonia, qui est chargée vraiment, pas seulement dans le tourisme là, hein, mais dans tous les secteurs d'activité, de diffuser des publications, d'organiser des conférences, des colloques, de favoriser le développement de projets créatifs. Cette structure Creative Wallonia a elle-même sa déclinaison en sous-territorial. Il y a un Creative Luxembourg pour le territoire ardennais. Il y a des Fab Labs. Il y en a un notamment donc, pour les massifs forestiers à Marche-en-Famenne, donc à 30 km des différents massifs. Des espaces de coworking, donc des incubateurs d'entreprises. Il n'y a pas de lab tourisme en Belgique, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, il y a des sources de financement qui sont disponibles. Il y a des subsides annuels qui sont relativement confortables. On a toujours tendance à dire que ce n'est pas assez, mais ils sont relativement suffisants et potentiellement mobilisables pour innover. Bref, a priori, tout semble OK pour innover et ne pas se laisser enfermer dans la routine et de se dire que malgré la lasagne institutionnelle, on a des facilitations qui sont possibles. C'est ça que je me rends compte qu'en fait, je vous ai déjà raconté un peu la fin de l'aventure, non? Je vous ai dit, on va voir qu'on se plante. Effectivement, mais on a un territoire qui, en 10 ans, n'a pas saisi toutes ces opportunités. La stratégie de développement telle qu'elle avait été définie n'a pas abouti à une réelle innovation du territoire et surtout à une réelle construction de destinations touristiques. On est resté sur des territoires qui ont une activité touristique, mais on n'est pas sur des destinations. D'ailleurs, quand j'entends certains acteurs professionnels importants de ce territoire, ils parlent d'ailleurs de leurs produits, ils ne parlent jamais de destination. Donc je trouve que c'est assez marquant. Et donc ils ne se sont pas appropriés cette stratégie de développement, ou très mal, ou on considérait qu'ils n'en avaient pas besoin. On a vu que c'était effectivement une organisation très complexe, puisqu'on est venu ajouter des couches et des couches et des couches à ce millefeuille, en créant de nouvelles structures pour gérer ce projet. Et en même temps, ce sont des structures qui, plutôt que s'appuyer sur les acteurs locaux, ont travaillé tout seuls dans leur coin. Et donc ça, effectivement, quand on veut mener une stratégie de développement et quand on veut innover un territoire, c'est quelque chose qui va coincer à un moment donné. Et puis aussi, on assume. Hein. On est allé voir un peu ce qui s'était passé dans ce territoire au cours de ces dernières années et on s'est rendu compte qu'il y avait eu aussi du développement de produits qui étaient complètement hors cadre, voire hors contexte. On vient de parler des projets privés avec des hébergeurs qui font des offres complètement décalées, mais les OGD ont aussi mis en place des produits qui n'allaient pas du tout dans le sens de valorisation, d'innovation et de construction d'une réelle identité forêt d'Ardennes, et puis surtout donner aussi une image d'une destination de 2020 et pas de 1950 tel qu'on a pu voir dans la photo. On est aussi dans un territoire qui a tendance à faire des copier-coller. Et donc, ils vont constamment voir ce qui se passe ailleurs. On vous réexpliquera après ce qu'ils ont voulu faire par la suite. Et dire, mais si ça marche ailleurs, ça va marcher chez nous. On va aller voir ce qui se passe en Auvergne. Ah, ça marche, on va le faire chez nous.
Ah, on va aller voir ce qui se passe au Québec. Ah, ça marche, on va le faire. Et donc, on est constamment dans une démarche telle que celle-là. Laurence, si tu permets, Oui. on est capable aussi de constater Ça ne marche pas. que ça n'a pas marché, Et de le c'est faire souvent quand la même. France qui est l'inspiration, Oui. et le faire quand même. Et Parce de qu'on le est faire plus quand même. malin que vous, forcément. Donc, Voilà. vous vous êtes planté, nous, on va réussir. Non, Voilà. On va faire la même chose, mais on non, va ça réussir. marche pas non plus. Donc, on se dit, oula, il y a quand même un gros souci. Et puis, on est aussi sur des personnes, des OGD, qui nous disent, ah, mais on voudrait créer 150 expériences touristiques sur notre territoire. Bon, 150 expériences, quand on voit que le Canada, qui développe des expériences touristiques depuis près de 20 ans, arrive à ce nombre-là sur un territoire comme le Canada. Je crois qu'ils en ont 200. Alors 150 sur un territoire forêt d'Ardennes en Wallonie, vous imaginez que c'est quelque chose d'un peu farfelu. Et donc on est dans la quantité pour donner l'impression que le territoire existe et qu'on a une réelle offre, plutôt que de miser sur la qualité de l'offre, sur la pertinence de l'offre. Est-ce que mon offre correspond vraiment bien à qui nous sommes? Est-ce que mon offre va amener une réelle plus-value à cette identité et va permettre de contribuer à la création de cette destination? Alors, on a invité vraiment ce territoire à un moment donné de prendre du recul, d'analyser ce qu'il faisait et d'essayer d'arrêter ces copier-coller qui leur font perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et de surtout aussi regarder ce qu'ils avaient fait au cours de ces dernières années. Je ne sais plus si c'est maintenant. Alors, on va sortir quelques minutes de ce territoire pour vous parler de l'approche qu'on a proposée. Et pour ça, on va faire référence aux francophonies de l'innovation et un travail qui était mené sur justement les différentes approches de l'innovation. En fait, voilà, quand Ludovic nous a demandé d'intervenir sur les forêts d'Ardennes, c'est suite à ce qui s'était passé à Montréal au mois de juillet, où les francophonies de l'innovation touristique ont eu lieu, et où on avait abordé justement, en échange avec les différents intervenants et experts, ce qu'on avait vécu au niveau des forêts d'Ardennes. Et donc aujourd'hui, ça c'est une petite parenthèse, mais cet événement annuel, au bout de 8 éditions, est devenu une association, l'association des francophonies de l'innovation touristique, que vous pouvez retrouver sur franco au pluriel innovationtouristique.org, et qui a donc vocation à diffuser des informations et organiser des événements en matière d'innovation touristique. Et donc lors de cet événement, on était revenu sur 10 facteurs identifiés d'innovation, 10 facteurs qui favorisent, qui sont des facteurs favorables à un processus d'innovation. Alors, encore une fois, on va le voir, l'innovation, on ne la limite surtout pas à la technologie, on le dira plusieurs fois. Alors, dans ces 10 facteurs, on retrouvait tout d'abord le leadership. Le leadership qui est justement compliqué à cause de ce fameux millefeuille institutionnel. Le leadership qui est quelque chose qui doit se prendre, qui parfois tient plus aux personnes qu'aux structures, là. Donc, c'est nécessaire d'avoir quelque part des gens qui osent, qui vont oser à un moment donné. Le leadership, le management. Le leadership, c'est bien de porter, d'avoir une vision. Il faut aussi qu'il y ait des compétences managériales pour développer, pour porter un projet. Ça implique aussi une certaine souplesse au niveau de la gouvernance. Donc là, c'est aussi d'avoir un dialogue, une force de conviction vis-à-vis des élus, vis-à-vis des décideurs, des financeurs, pour les inviter à nous donner les meilleures conditions de travail pour innover. Alors stratégie, je ne vais pas détailler ce que c'est la stratégie, vous doutez bien que là derrière il y a cette notion de fixation d'objectifs, d'indicateurs de performance. Alors on a mis en plus grand ce qui était fondamental c'était unanime chez tous les experts, c'était de dire un facteur d'innovation, c'est le droit à l'erreur, c'est oser faire quelque chose en se disant on va peut-être se planter. Et d'avoir dans notre culture, ce qui n'est pas forcément évident, moi j'aime bien faire cette analogie avec la mentalité nord-américaine, je dis vraiment nord-américaine parce qu'on la retrouve chez les Québécois qui partagent la même langue que nous, chez les Américains, chez les Canadiens anglophones, où on se glorifie dans un parcours de vie, un manager, des grandes figures de l'industrie, hors tourisme, se glorifient de leurs échecs, se glorifient d'avoir fait une faillite. Pour eux, c'était quelque chose de formatif.
Nous, Européens, on a un rapport à l'erreur qui est beaucoup plus dans la culpabilisation. Quelqu'un qui a fait une faillite le vit très mal, ne va pas s'en vanter, va pas le mettre forcément en avant, va plutôt essayer d'occulter tout ça. Mais il faut un peu changer notre regard. Alors, on n'est pas là pour dire que tout est mieux aux États-Unis ou en Amérique du Nord, mais je pense que ça, s'il y a bien quelque chose qui est positif chez eux et qu'on devrait vraiment intégrer, nous, Européens, c'est cette acceptation du fait qu'on peut se planter et qu'un plantage est formatif. Alors, la notion d'apport externe, donc là, on revient à ce que Laurence disait, trop souvent, on a travaillé dans son coin. Ben justement, il ne faut pas travailler dans son coin, il faut faire appel à ceux qui ont la compétence que l'on n'a pas. Et je ne parle pas forcément d'avoir un recours au privé et aux consultants. Hein. Ces apports externes, ils peuvent se trouver dans d'autres structures partenaires institutionnelles. Être ouvert, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, hein, être ouvert, expérimenter, avoir confiance entre les différents acteurs qui vont contribuer au développement et évidemment avoir une approche client, ce qui est fondamental aussi. Ça aussi, on aurait pu le mettre en beaucoup plus gros parce que là, il semble un peu petit. Or, c'est vraiment au cœur de la démarche également d'innover, de développer en partant des besoins du client et de son parcours. Alors du côté des OGD, ce qu'on constate aussi, et finalement, est-ce que c'est propre aux OGD? Je pense que c'est propre à toute structure où il y a des humains. Il y a toujours cette fameuse résistance au changement. J'aime beaucoup cette caricature. Qui veut le changement? Tout le monde est d'accord pour dire oui. Et maintenant, qui est prêt à changer? Là, il n'y a plus personne, quoi. Alors là derrière, il y a des enjeux de légitimité, de pertinence, de pérennité qui font aussi qu'on n'a pas forcément envie d'être bousculé parce que ça peut justement avoir un impact sur cette pérennité, sur notre pertinence de légitimité si on se plante. Vous imaginez si on se plante notre image. Une méconnaissance aussi des startups. Alors la méconnaissance des startups, on peut dire qu'elle est dans les deux sens. Hein. Le monde des startups ne connaît pas si bien que ça le monde du tourisme. On y reviendra tout à l'heure, quand bien même il y a des labs dédiés au tourisme. Les OGD ne savent pas trop comment entrer en contact avec des startups, ce qu'elles peuvent leur proposer. Alors comme toujours, le manque de temps, de budget, de compétences va impacter aussi l'innovation négativement. La neutralité institutionnelle qui souvent aussi nous force à essayer de satisfaire tout le monde, de placer tous les sociopros sur un pied d'égalité, même si on sait qu'ils n'ont pas tous la même qualité de service, la même qualité de produit. Voilà, tout ça est difficile et on voit qu'on résiste à faire évoluer ces notions-là. Je te repasse la parole. Oui, alors toujours sur ce sujet de l'innovation, dans le cadre des francophonies, une petite enquête avait été organisée afin de justement voir quelle était la perception de l'innovation par les OGD. Alors quand on a vu les résultats, on s'est dit « Ah, chouette, on voit que pour 54% des OGD, l'innovation est une priorité ». Ce qui est pas mal. Par contre, quand on va voir dans les faits, on constate que les budgets alloués à l'innovation sont particulièrement réduits et surtout que le temps humain consacré à l'innovation, par exemple le nombre d'équivalents temps plein prévus au sein de l'équipe pour réfléchir à l'innovation, ça correspondait en gros à un demi-quart temps, voire un jour par mois si on avait le temps. Donc on voit qu'effectivement, on se dit oui, pour nous c'est important, on veut innover, on veut travailler à l'innovation. Par contre, on ne se donne pas forcément les moyens. On avait également posé la question de comment vous tenez-vous informé de ce qui se passe en termes d'innovation dans votre territoire ou ailleurs. Et on voyait que 80% nous disaient oh, je fais de la veille, hein. Moi je surveille les marchés, je surveille les tendances, je regarde ce qui se passe, etc. Puis à nouveau, quand on analysait de manière un peu plus précise, on voit que la veille, ça se limite parfois à lire le journal du jour ou de regarder un petit peu sur un blog ce qui se passe, mais sans plus. Donc il n'y a pas vraiment de veille, d'innovation dans les territoires. Et enfin, comme l'a dit Denis, la notion innovation-technologie, souvent quand on parle d'innovation, on voit l'aspect technologique. Or, ce n'est pas que ça. Il ne faut pas imaginer que si on dit innovation, on va devoir créer des nouveaux sites web, des applications, de la réalité virtuelle, etc. Il y a d'autres choses dans le terme innovation. Et on l'a dit, l'innovation de la gouvernance
est quelque chose de vraiment très important si on veut réussir le développement d'un territoire. Alors, 4 postures possibles en termes d'innovation ont été identifiées. On a analysé ces 4 postures, on a essayé de voir après dans quelle situation notre territoire se retrouvait. Voilà, donc les postures, donc, elles ont été identifiées sur base d'analyse de différents scénarios sur donc, des territoires francophones. Alors, une première posture, c'est ce qu'on a qualifié de posture opportuniste. Alors, on va vous l'illustrer par l'exemple. Qu'est-ce que c'est une posture opportuniste? Un des meilleurs exemples, c'est au Québec, c'est Foresta Lumina. Alors, Foresta Lumina, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une localisation. C'est le parc naturel de la Gorge à Coaticook. Donc on est un petit peu au nord de la frontière avec les États-Unis. Et ce parc naturel québécois, il est un des nombreux parcs naturels qu'on a au Québec. Et donc en termes de différenciation, oui, le paysage change un petit peu, mais ce type de produit, entre guillemets, ce type d'activité se retrouve à plusieurs endroits. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au Parc de la Gorge? C'est qu'ils ont décidé de véritablement changer leur identité et donc de quitter cet aspect un peu plus classique de promenade balisée, voilà, avec... superbe gorge, hein. Ici, vous avez un pont qui est toujours à traverser, mais dans un autre contexte qui est assez impressionnant. Et donc, ils ont travaillé avec une grosse boîte privée, avec de très gros budgets, hein, je ne vous le cache pas. Et ils ont créé Foresta Lumina. Donc aujourd'hui, le parc de la Gorge de Coaticook, c'est Foresta Lumina. Et qu'est-ce que c'est Foresta Lumina? C'est une expérience, je dirais, onirique. C'est tout d'abord une visite du parc qui ne se fait pas de jour, mais qui se fait à la tombée du jour, qui se fait en début de nuit. Et donc c'est assez particulier, j'ai eu l'occasion de le visiter. Vous arrivez là vers 20h et vous avez tout un flux de touristes, de personnes qui arrivent, des enfants hein, principalement, parce qu'il y a un monde vraiment magique pour eux. Et vous déambulez dans ce parc où a été aménagé tout un parcours sonore, avec des effets lumineux, des effets... là, pour le coup, il y a beaucoup de technologie dans l'innovation, mais avec cette finalité véritablement de créer une expérience enchanteresse. On déambule dans un univers magique et merveilleux où on croise des fées, des géants, des arbres qui parlent. C'est vraiment magique. Moi, je peux vous dire que je me suis retrouvé hors du temps personnellement. J'ai déambulé à travers ce parc et à la fin du parcours, j'avais l'impression qu'une demi-heure s'était écoulée. Et en fait, ça a pris 2h15. C'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment une ellipse temporelle comme ça. Donc on est vraiment déconnecté, qu'on soit petit ou grand finalement. Alors évidemment, ça a créé une attractivité hein, pour la région de Coaticook. La région de Coaticook qui, en termes de visiteurs extra-locaux, avait surtout des visiteurs qui étaient motivés par la présence à Coaticook d'un des meilleurs producteurs de glace du territoire québécois. Glace et fromage. Et ça se limitait un petit peu à ça, mais aujourd'hui, voilà, il y a vraiment une renaissance au niveau local à Coaticook qui rebondit de manière opportuniste, hein, c'est pas péjoratif, mais de manière opportuniste sur un développement à l'origine duquel ils ne sont pas au niveau de la localité de Coaticook. Ce qu'on peut peut-être préciser sur ce site, c'est qu'on s'est posé la question il y a quelques semaines que comment ce site va-t-il évoluer? Parce qu'il est sur quelque chose de très pointu, de très innovant, mais dans quelques années, ça ne sera plus le cas. Et aujourd'hui, le site réfléchit déjà à demain, est en train de repenser justement cette posture d'innovation et comment demain il va pouvoir proposer d'autres choses, d'autres expériences ou une approche complètement différente. Alors la deuxième posture qu'on a identifiée, c'est la posture de connecteur expérimentateur. Alors on va vous citer un exemple que vous connaissez peut-être, c'est autour du Louvre-Lens. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est se dire, on a un territoire qui a saisi une opportunité, qui est l'installation du musée Louvre-Lens, et qui crée une équipe pour créer une destination autour de cette destination. Je pense que Vendée-Vallée est dans la même
état d'esprit également, c'est se dire, on a là un site qui draine beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser ce pôle d'attractivité et faire rayonner les visiteurs sur le territoire? Et donc, l'équipe du Louvre-Lens, et cette notion d'équipe est vraiment très importante parce que ce n'est pas une équipe de développement territorial, c'est plus que ça, c'est une équipe vraiment de projet qui va porter toute une stratégie pour mettre en réseau les sites qui sont sur le territoire et parfois même aussi sortir du territoire et créer des connexions avec d'autres. Le Louvre-Lens, c'est proche de la Belgique. Des connexions avec d'autres villes minières sont possibles. On pense notamment à Charleroi, où il peut y avoir vraiment des connexions entre ces deux villes qui sont aussi des destinations de demain. Parce que ce sont des villes, ce sont des lieux qui se prennent en main et qui repensent également toute la notion d'urbanité, de service, de cadre de vie, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une situation où on passe on saisit une opportunité et on voit comment on peut connecter cette opportunité au territoire et créer vraiment une nouvelle stratégie d'innovation et surtout la rendre tangible sur le territoire. Alors la troisième posture, c'est une posture volontaire. C'est-à-dire qu'on va tout mettre en œuvre pour créer les bonnes conditions d'innovation sur son territoire. On a 2 territoires à mettre en avant sur cette posture. C'est d'une part le Québec, avec le MT Lab, et également, il ne faut pas que je me trompe, l'Aube, pas l'Aude, chaque fois je dois réfléchir, c'est l'Aube, qui se positionne sur le slow tourisme et qui a décidé de se doter d'un lab slow tourisme sur son territoire. Et donc, il se dote d'outils qui vont leur permettre de créer des bonnes conditions pour soutenir l'innovation et créer des liens entre justement ces labs et le secteur économique et les organismes touristiques, les activités touristiques, les OGD, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on fait ? On crée des conditions pour que l'innovation se passe et surtout que ces mondes se rencontrent, se comprennent et portent ensemble une stratégie d'innovation. Donc voilà, donc c'est la mise en place des 2 labs sur le territoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément vouloir mettre des labs partout. Ce n'est pas la solution. D'ailleurs, quand on parle des labs avec le Québec, ils nous expliquent que, par exemple, c'était à Trois-Rivières. À un moment donné, la ville de Trois-Rivières s'est dit on va se doter d'un lab, ça réussit à Montréal, on va le faire chez nous aussi. Malgré l'étendue du territoire, ils ont considéré que ça c'était pas nécessaire, et que c'était malgré tout plus intéressant de demander à des startups qui sont à Montréal d'aller expérimenter leur développement ou de réfléchir leur développement en tenant compte de villes comme Trois-Rivières. Et donc on fait sortir les entreprises, on fait sortir les projets des labs pour justement aller à la rencontre des territoires et créer un peu ces connexions. Donc on conseille vivement de ne pas vouloir ouvrir des labs tous les 10 km, mais plutôt de réfléchir quand il y a un lab présent sur le territoire, c'est comment est-ce qu'on peut l'utiliser de manière intelligente. En plus, les labs ne vont pas apporter des réponses à tous les problèmes, parce qu'on est parfois sur des aspects plutôt liés aux technologies, à certains aspects de l'innovation. Et on l'a dit, quand on parle de gouvernance, on n'a pas encore vu de lab où il y avait des réflexions, des projets sur ces thématiques-là. Donc c'est important, effectivement, de réfléchir son innovation en intégrant l'ensemble des outils qui vont vous permettre de réussir votre innovation. Et Denis l'a dit tout à l'heure, c'est aussi parfois les incompréhensions entre ces mondes. Et donc les connexions entre les différents acteurs de l'innovation sont indispensables si on veut réussir. Alors la dernière posture, oui, ici c'est un peu spécial illustration parce que c'était censé être un GIF animé, mais comme on est sur un PDF plutôt qu'un PowerPoint, il ne s'anime pas. C'est un monsieur qui avait quelques petits problèmes de yoga apparemment. C'est la posture onaniste. Oui, vous avez bien entendu, vous avez bien compris ce que ça signifie. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On va dire un peu comme on dit chez nous en Wallonie, c'est un petit peu se regarder la boudine, se regarder le nombril et voilà et se dire qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on est bon alors qu'on est
pas trop dans le bon dans certains cas, et on va voir un exemple ici aussi. Et donc là, on revient à nos fameuses forêts d'Ardennes, et donc qui sont un petit peu dans ce portrait robot qu'on a dressé tout à l'heure dans les chiffres que Laurence a donnés de ces destinations qui pensent être dans l'innovation. Et donc ici, ben, pour eux, c'est un produit qui existe toujours, hein. Ils sont dans l'innovation parce qu'ils ont développé une app. Donc voilà, on a fait une app, donc on est tendance, hein. Et alors, bon, là, on vous a mis une capture d'écran. On ne vous a pas infligé une petite vidéo démo de l'application. On n'oserait pas. Alors, on ne va pas être méchant, mais tout d'abord, il y a le côté, il y a le graphisme, il y a le développement graphique qui est pas du tout up-to-date. Alors, moi, j'aime bien dire au territoire touristique, écoutez, si le héros de BD est le plus populaire, il y a enfin, moi, quand j'étais gamin, il y a une quarantaine d'années, c'était Tintin, ok. Aujourd'hui, c'est du Titeuf et compagnie, et c'est du manga. Donc déjà pour les enfants, ce genre de visuel-là, on n'est pas du tout dans les tendances de ce qui va les toucher, parce qu'il y a un public familial, hein, qui est visé un petit peu derrière cette application, qui est donc une petite découverte du territoire avec des personnages. Il y a un jeu, il y a une aventure, hein, à vivre. Alors voyez les textes. Oh bonjour Erline, comment vas-tu? Attends, je dois me présenter. Bonjour, je suis Léontine, vache de la vacherie. Drôle de nom pour un village. Je vais faire comme Jean-Luc. Bonjour Erline, tu es venue à ma rencontre avec tes amis pour soigner ton fils, le petit prince de la forêt. Ah, on sent qu'on est dans un truc rock'n'roll, hein. Là, ça va rocker dans les chaumières avec ça. Les gosses vont adorer. Tu vois, je sens que tu as quelque chose qui te brûle les lèvres, Laurence. Alors, surtout quand vous téléchargez l'application et que vous commencez, il vous dit « Bonjour, nous sommes partis pour 66 km. » Alors là, on se dit « Chouette !» Et puis alors, vous voyez, parce que là, c'est pas animé. Si on voulait vous montrer l'animation, l'atelier devrait durer 2-3 heures, 2-3 jours, parce que c'est super lent, en fait. On voit arriver le paysage, on attend. On voit arriver la vache, on attend. On voit arriver le texte, on attend. Et là, vous dites 66 km comme ça, vraiment? Donc, je pense que les personnes sortent de l'Office du tourisme. Non, je pense que c'est nous qui n'avons pas compris, Laurence. On n'a pas compris l'innovation, et donc on va vous laisser. Non, c'est pas ça, c'est que c'est un produit pour qu'un séjour, c'est souvent du court séjour, hein, que ça devienne du long séjour. Parce que pour faire les 66 km, je pense que tu en as pour 25-30 jours, quoi, à peu près. C'est peut-être ça le slow tourisme, en fait. C'est ça. C'est le very slow tourisme, là. Et aussi en termes de graphisme, c'est vrai que Denis disait l'univers des enfants, c'est plus celui-là. L'univers graphique non plus. Quand on regarde maintenant les jeux vidéo, on n'est plus du tout là-dedans, quoi. Donc c'est important aussi de tenir compte, surtout qu'on est dans un territoire qui se positionne dans une stratégie d'innovation, de développement, et on vous sort ça. Donc, alors on va être honnête, on ne va pas leur jeter la pierre. Ils ont fait d'autres choses, et l'équipe a elle-même un regard assez critique sur le produit fini. Voilà, je ne pense pas qu'ils soient super satisfaits. Par contre, leurs décideurs, leurs élus sont super contents. Ils ont fait une app, quoi. Ils ont fait une belle conférence de presse. Peut-être qu'on va nous lancer des cailloux quand on va rentrer chez nous, mais bon, voilà. Oui. Alors, on vous a dit qu'on parlait d'échecs. Ben voilà, il y en a déjà quelques-uns, mais on aime quand même les happy end. On va quand même aller vers ça. Et heureusement, il y a eu à un moment donné un déclic. Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Laurence tout à l'heure. Donc avec cette structure qui a fait appel à nous, dont on va détailler un petit peu la collaboration. Et cette structure, son déclic, c'était pas un déclic positif. Ils se sont dit on va faire monter le territoire en puissance, mais donc on va aller voir ce qui se fait au niveau des expériences et on va aller voir ce qui se passe dans le nord de la France, dans ce qui se passe ailleurs, mais encore une fois, sans attendre qu'il y ait un recul, sans attendre de voir quel était le bilan tiré par les autres territoires, et donc être beaucoup plus dans une logique de quantité que de qualité. Et au départ, donc, ce qu'ils demandaient, et quand ils ont fait appel à nous, c'était un peu le travail classique qu'on demande à un consultant, c'est une étude avec des recommandations, au revoir, merci, voilà, la facture. Sauf que nous, on ne voyait pas les choses comme ça et on ne voulait surtout pas les voir comme ça. Oui, effectivement. Avant de commencer à travailler avec eux, on a déjà fait une analyse de ces fameuses
expérience qu'ils mettaient en avant en disant on veut vraiment faire comme tel territoire, on veut le copier-coller. Donc on est allé analyser le territoire et analyser ce projet. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'il fallait pour notre client et pour les forêts d'Ardennes. Et donc, on leur a proposé de travailler avec le terrain. Et donc, plutôt que de travailler avec les équipes, de faire le boulot d'un consultant traditionnel, à savoir on fait une étude, on vous remet les recommandations et puis on s'en va et débrouillez-vous, on a dit on va vraiment travailler avec les sociopros. Et on va mettre en place toute une série d'ateliers qui vont permettre de construire petit à petit les étapes pour développer du tourisme expérientiel. C'est difficile de dire le dernier jour des ET, ce mot-là. Et de pouvoir effectivement voir si le territoire est prêt. Et pouvoir aussi, surtout, faire émerger des offres de qualité. Donc ça, c'est une proposition qu'on leur a fait. Et puis, on leur a dit aussi, on va travailler avec vos équipes. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, l'organisation est très complexe. Donc, il y a 4 massifs forestiers. Dans chaque massif forestier, il y a des équipes qu'on appelle les équipes massifs. Dans chaque territoire, il y a une ou plusieurs maisons de tourisme. Il y a de nombreux offices de tourisme, encore plus de syndicats d'initiative. Donc, ça fait effectivement beaucoup de monde. Mais on voulait travailler avec les structures massives. Et puis, une structure qui coordonne l'ensemble, qui s'appelle Ressources naturelles et développement. Et donc, on leur a dit, vous allez participer aux ateliers comme n'importe quel autre sociopro de votre territoire et vous allez vous approprier la démarche. Donc, ce qu'on voulait avec eux, c'était organiser une... je ne sais pas ce qui se passe, tout le monde regarde par là. Oh mon Dieu. Il y a des Au moins, on est protégés. Donc, je vais vous laisser, j'arrive. Je me demandais ce qui se passait. Plutôt que de... Je ne sais plus. Oui, donc je parlais de l'appropriation. Quand on s'en va, il faut que vos équipes s'approprient effectivement la démarche et puissent pérenniser cette démarche, de manière à ce qu'on va vous aider à mettre en place des expériences touristiques sur votre territoire, mais il faut que vous puissiez les renouveler, il faut que vous puissiez faire évoluer le projet et pas se contenter d'avoir X offres et puis à un moment donné dire « Ouhou, c'est super, on a réussi, on a atteint notre objectif et on arrête là ». Et donc, on leur a proposé de travailler différemment et de mettre en place ce qu'on a appelé une équipe d'impulseurs. C'est-à-dire que c'est vraiment une équipe de projet. Donc, on fait sortir les gens de leur réflexion d'équipe de gouvernance politique ou de gouvernance territoriale et on va vraiment vers la gouvernance de projet. Et donc, on demande à des associations de désigner des personnes, des acteurs du terrain, de désigner des personnes avec qui on va travailler. Et on crée une équipe de manière à ce qu'on travaille avec eux sur leur projet, mais surtout on les forme. On leur donne les bons éléments de langage, on leur donne les bons outils. On s'assure qu'ils vont comprendre les outils qui sont mis à leur disposition et qu'ils sont en capacité de les utiliser et surtout après de pouvoir les étendre à leurs partenaires. Et donc cette notion d'équipe d'impulsion nous paraît vraiment être un élément intéressant quand on parle d'innovation parce que ça permettrait d'avoir une autre approche de l'intégration de l'innovation dans un territoire. Où souvent, on va demander à une structure, tu vas te charger de l'innovation, sauf qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, ce n'est pas la mission première. Mais c'est ici de dire plutôt que de demander à des gens qui n'ont pas le temps de le faire, ou de créer des structures nouvelles pour porter des projets. Alors on met beaucoup d'argent dans le fonctionnement de ces structures, mais si on réfléchissait autrement, et si on se dotait de moyens par rapport à des projets spécifiques et qu'on organisait cette équipe pluridisciplinaire. Alors, nous, dans notre cas, c'était une équipe publique-privée, mais ça peut être très bien une équipe qui va se construire sur un territoire qu'avec du privé ou qu'avec du public. Et on va chercher les bonnes personnes. Ce sont des équipes réduites. Donc, il ne faut pas forcément vouloir mettre en place... ce qu'on appelle chez nous des espèces d'usines à gaz avec plein de monde et puis on ne sait plus qui fait quoi. Donc c'est une équipe de taille réduite et qui a un objectif très très précis. Dans le cas ici, l'objectif était de doter le territoire d'expériences touristiques. Donc il y a, comme dans tout projet, il y a un début, il y a une fin. Et il y a un objectif. Et des objectifs SMART, bien définis. Au début, les objectifs, c'était on veut 120 expériences sur le territoire. Ce n'était pas du tout un objectif réaliste, ni atteignable. Et donc, on voulait que le territoire redéfinisse des objectifs réalistes par rapport à ces réalités, par rapport à la volonté du terrain de porter des expériences touristiques, et par rapport aussi
à cette légitimité ou cette, comment dire, est-ce que c'est correct d'annoncer autant d'offres aux clients alors qu'on sait que derrière, on ne tiendra pas la promesse d'offres qualitatives tout le temps. Donc on préférait qu'il y ait une offre réduite, qu'elle soit renouvelée, qu'elle évolue en fonction des saisons. On a parlé d'un territoire de forêt, donc il y a des moments très marqués en forêt. On peut penser au brame du cerf. Mais on peut avoir des expériences qui se déroulent uniquement durant cette période. Et donc, à un moment donné, elles sont présentes lors de la période du brame du cerf, et puis elles disparaissent du catalogue, et arrivent d'autres expériences liées à l'hiver, au printemps, etc. Alors, cette équipe, c'est vraiment une alliance temporaire de talents complémentaires, je l'ai dit réduite, et qui va aller chercher des financements spécifiques liés au projet et non plus à la structure. Un des gros problèmes en Wallonie, c'est qu'on a créé des structures qui aujourd'hui travaillent pour obtenir des financements pour exister. J'imagine que chez vous, ça doit exister aussi, ce genre de structure. Et donc, dans le quotidien, on a des gens qui bossent pour trouver de l'argent, pour continuer à exister, pour continuer à justifier, à avoir du travail. Et donc ici, c'est une approche différente. C'est-à-dire, on va aller s'appuyer sur des structures qui existent, et donc on ne va pas en créer des nouvelles. On va sortir de ces structures l'une ou l'autre personne qui ont vraiment le profil pour porter le projet et qui ont toutes les compétences pour porter le projet ou qui sont motivées. Parce qu'on peut avoir, dans ce processus-ci, il y a une personne qui est arrivée dans l'équipe qui n'avait aucune connaissance dans le tourisme, mais qui était hyper motivée et qui s'est approprié tout de suite le projet et qui le porte maintenant toute seule et qui a pérennisé la dynamique. Donc ça peut être aussi des gens de talent. C'est aller chercher, identifier sur le territoire des talents qui vont pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au niveau de ce projet. Et donc, c'est aussi de pouvoir avoir un autre langage vers les financeurs, vers les pouvoirs publics, et de dire on va travailler différemment. Donc, plutôt que d'organiser une Xème structure, créer une Xème structure qui va coûter énormément d'argent en termes de financement, vous nous donnez le même financement, ou on va réfléchir au financement de manière différente, mais il y a un objectif précis. Et donc ça veut dire que quand on a atteint l'objectif, l'équipe disparaît. Mais il faut effectivement que cette équipe, entre-temps, ait travaillé à la pérennisation de la dynamique et à qui va reprendre cette dynamique. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut vraiment s'appuyer sur les acteurs locaux. Dans l'exemple des expériences, j'ai dit l'équipe d'impulsion dans laquelle on collaborait n'existe plus. Il y a quelqu'un qui continue le projet. On aurait aimé que ça soit une personne qui soit d'une autre structure. Par exemple, un OGD. Un ou plusieurs OGD du territoire auraient dû s'approprier la démarche et porter après l'offre expérientielle sur le territoire. Et donc c'est vraiment une approche comme celle-là. C'est s'appuyer sur vos ressources, vos richesses, avoir une équipe qui va mener à bien le projet parce que vous n'avez pas toujours le temps de le faire, mais vous savez dans quel cadre cette équipe va travailler, vous savez quels sont ses objectifs, les moyens sont annoncés, il vous associe bien entendu à toute la réflexion, et puis quand le projet est terminé, quand le bébé, alors j'allais dire un peu comme une mère porteuse, mais c'est peut-être un sujet sensible encore en France, mais c'est un peu comme une couveuse. Et à un moment donné, quand le bébé peut enfin sortir de cette couveuse, on le donne aux parents qui sont les acteurs du territoire et à vous de le faire grandir, à vous de l'éduquer, à vous de lui donner d'autres valeurs, à vous de transformer ce bébé. Et donc voilà, ça c'est vraiment la manière dont on imagine l'innovation territoriale par un autre mode de gouvernance. Et donc, bien entendu, il faut aussi utiliser toutes les autres clés de l'innovation. Et donc, cette équipe, pour réussir, elle doit avoir une liberté d'action et surtout une liberté de décision. Si c'est pour créer une équipe qui doit redemander à chaque besoin, on a besoin de 3 stylos et 2 feutres, il faut que ça passe en conseil d'administration, puis que ça soit validé par le conseil des élus, qui va valider ceci et cela, donc vous aurez vos bics et vos feutres dans 6 mois. Non, ils doivent pouvoir gérer leur budget et avancer. Ils doivent effectivement, je l'ai dit, avoir des partenaires impliqués et être vraiment dans la notion de partage.
Alors, on s'était dit, on ne va pas utiliser le mot parce qu'on l'utilise beaucoup. Bon, la co-construction, évidemment. Cette équipe ne doit pas à nouveau travailler hors sol, hors territoire. Elle doit être présente dans le territoire, elle doit être présente et travailler avec vous, travailler avec les personnes qui font vivre la destination. Et donc, comme je disais, après, quand elle s'en va, c'est vraiment... le territoire s'est approprié les savoir-faire, puisqu'on a travaillé durant tout le projet également à ce transfert de savoir-faire, par des méthodes particulières, par des boîtes à outils, par le fait que les acteurs locaux sont vraiment impliqués dans la construction et comprennent également le projet. Alors pour enchaîner avec ce que Laurence dit, parce que je ne voudrais pas non plus qu'on vous donne l'impression qu'on vit dans le meilleur des mondes et que le happy end est formidable. Il faut être clair que ça n'a pas été facile tous les jours non plus, qu'il y a eu des critiques, il y a eu des résistants au changement. Il est un fait aussi que leur idée de départ, leur cahier des charges initial, dont on s'est fortement écarté, forcément, et eux aussi, puisqu'ils ont évolué dans la démarche, mais impliqué temporellement qu'en 6 mois, il y a des expériences, et un nombre conséquent. Ici, on est parti sur 1 an de travail. Et donc, ça n'a pas forcément plu à tout le monde non plus. Ça a fait l'objet de certaines critiques. Donc voilà, tout ne s'est pas passé non plus sur un chemin pavé de roses et de violettes. Ça a été parfois difficile. Mais le résultat, en tout cas, on en est assez fiers. Et eux aussi, à commencer par eux, je pense que c'est surtout eux qui sont fiers. Et c'est eux qui sont maintenant à la barre. Ce qui est amusant, c'est de constater qu'ils se sont tellement bien approprié le projet, c'est qu'ils oublient complètement qu'on a bossé avec eux. Oui, donc c'est très bien. Nous, ça nous convient parfaitement et on est très satisfaits de ça. Mais c'est assez amusant quand elle nous raconte l'historique de son projet. Elle nous en parle comme si on n'avait pas été là. Donc on s'est dit qu'ils se sont vraiment bien appropriés ce projet. C'est vrai que ça, c'est super. Voilà, alors on ne va pas rester sur celle-ci. L'innovation, c'est la rencontre de talents, un terreau fertile, et le développement de potentiel. Voilà. Alors, bref, on repart du bon pied avec cette structure et c'est pas fini puisqu'on l'a dit, cette équipe d'impulsion a donné une nouvelle impulsion avec ce coaching de l'équipe projet, avec un travail sur la réappropriation des valeurs. On l'a dit en début de séance, qui était un peu perdu chez les prestataires du territoire et même chez les porteurs de projets. Recherche de financement du projet, ils sont encore aujourd'hui dans une phase où ils voudraient aller plus loin et si possible, ça nous a fait plaisir à nouveau avec nous et ils sont dans la recherche de financement pour qu'on remonte une équipe d'impulsion sur un autre projet maintenant. Parce que là derrière il y a une idée notamment de travailler sur un nouveau territoire, il y a un nouveau massif qui est en train de se dessiner, on ne va pas rentrer dans les détails, mais leur idée c'est de travailler à nouveau avec nous et il reste bien entendu du chemin par rapport à ça. Tu voulais... Oui, je veux revenir 2 secondes sur la réappropriation des valeurs. Il était évident que quand on a constaté qu'il y avait des chambres balinaises et autres destinations exotiques, on a dû faire également tout un travail de réappropriation des valeurs du territoire. Ça nous semblait important puisqu'on est quand même dans la construction d'une destination et donc on ne pouvait pas simplement mettre en place l'équipe, développer des expériences sans revenir aux fondamentaux de ce développement et de qu'est-ce que c'est qu'une destination touristique et quelles sont les valeurs de cette destination. Alors pour résumer, de manière imagée, en fait, ce qui s'est passé en termes de virage initié, on est passé d'une politique du paquebot, ces énormes bateaux avec des milliers de personnes, c'est tout ce millefeuille institutionnel, à une organisation beaucoup plus réduite, habile, comme des petits dériveurs. Et donc l'innovation qui a été poussée, elle est purement organisationnelle. Enfin, elle a enchaîné d'autres innovations, mais dans cette nouvelle façon de penser, de travailler, plus collective, et qui intègre les 10 critères d'innovation que je vous ai présentés tout à l'heure, ce leadership qui a été pris, ce management, cette gouvernance qui a accepté que ça se passe comme ça, accepter le droit à l'erreur, assumer toutes les erreurs qui ont été commises et potentiellement encore en commettre. Et voilà, on est véritablement passé là-dedans. Et donc, on est loin maintenant de ce grand véhicule qui trace sa route, parfois qui fait des dégâts, à une politique beaucoup plus habile, agile, dirons-nous.
Voilà, donc repenser parfois, innover, c'est aussi penser à modifier la gouvernance de vos territoires. En tous les cas, on ne modifie pas complètement la gouvernance, mais en tous les cas, on en crée une nouvelle, la gouvernance du projet, qui peut effectivement être un outil intéressant pour faire évoluer vos destinations. Merci. Alors, en termes de timing, c'est très bien parce qu'il nous reste 10 minutes environ, c'est ça, c'est jusqu'à 15h06. J'aime bien les horaires de pause parce que c'est jamais des heures carrées. Voilà, c'est jusqu'à 15h06. Donc si vous avez des questions, des commentaires, des partages à exprimer, it's up to you. Voilà, on est à l'écoute. Je passerai même le micro. Voilà. Voilà. Oui, vous êtes enregistré, hein, attention. J'avais une question sur la constitution du groupe Impulsion. Oui. Est-ce que c'est un groupe mixte, élus, techniciens, sociopros? Comment ça s'est formalisé? Oui, ça c'est... Alors, c'est 3... plus 2, plus 4, ça dépendait d'un petit peu des moments. C'est vraiment cette notion de culture projet, donc c'est-à-dire qu'on alloue et on va chercher les ressources au moment où on en a besoin. Donc c'est difficile de répondre à ça. Maintenant, au niveau des élus, non, ils n'ont pas été dans le processus, puisque cette structure a été financée, elle avait une certaine liberté à ce niveau-là. Et il n'y a pas eu du tout de prise de contrôle au niveau des élus, ça c'est une bonne chose. Mais voilà, c'est à géométrie variable. Si vous avez fait de la gestion de projet, vous connaissez la théorie de la gestion de projet, voilà, on affecte les ressources au moment X en fonction des besoins, quoi. En fait, on a appliqué ce que vous faites parfois dans vos structures où vous mettez en place une équipe qui va travailler sur un projet, sauf qu'on l'a fait sortir de l'entreprise et on l'a appliqué à un territoire. Oui, on arrive avec le micro. Le prochain micro, j'irai le porter, sinon tu vas faire des kilomètres et des kilomètres. Donc du coup, actuellement, ils sont encore en train de travailler sur tout ça. Il n'y a rien qui est sorti. Alors si, en fait, il y a des expériences qui sont sorties, Okay. mais alors on n'est pas à 120 expériences. Oui. On est sur une dizaine d'expériences signatures, donc véritablement avec une vraie valeur ajoutée, avec ce qu'est vraiment, selon nous, une expérience en termes de rencontres humaines, de vécu. Donc c'est très qualitatif, mais ils continuent à étoffer, donc ils ne vont pas arriver à 120, mais ils ont la méthodologie, ils se la sont appropriés. Maintenant, comme on a travaillé ensemble, l'animation qu'on a faite des ateliers qu'on a faite avec eux, ils n'ont plus besoin de nous maintenant pour la faire. Et donc, ça va s'étoffer. Donc, on est à 10 maintenant. Probablement que dans quelques mois, on sera à 14, 15 expériences, quoi. Voilà, et ainsi de suite. La personne qui était dans l'équipe d'impulsion a regagné sa structure et mène toute seule le projet maintenant, avec ses collègues, avec son équipe à elle, en fait. Donc vous intervenez quand on vous demande un petit coup de pouce, un avis? Pour le moment, presque on plus. reste en contact avec eux, on suit le projet, voir un peu, ils nous demandent un peu un avis de loin. Mais voilà. En autonomie, voilà. L'idée était vraiment que maintenant, ça soit eux qui mènent le projet et qui le gèrent. J'ai dit, après, on aurait aimé révolutionner encore plus la gouvernance de ce territoire et de ce projet forêt d'Ardennes, mais ce n'était pas possible. Mais donc, on s'est appuyé sur ce qui était présent. Et donc, elle, maintenant, gère avec son équipe et les 4 massifs qui sont là. Mais je pense qu'elle a compris aussi que parfois, ça l'a aidé aussi à contourner les freins. C'est-à-dire qu'elle constatait qu'il y avait un certain immobilisme dans les 4 structures qui gèrent le projet, ou parfois des perceptions du développement de la destination forêt complètement différentes. Et donc elle a compris comment elle pouvait avancer en contournant ces freins. Et donc ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est de se dire, quand on est dans de la gestion de projet, c'est pouvoir innover aussi sa méthodologie de travail de manière à arriver à un résultat et faire en sorte que ses principaux clients, à savoir les sociopros, soient contents parce qu'ils ont participé à une dynamique, ils ont mis en place de nouveaux produits, etc. Et sortir de ce cercle vicieux qui est « Ah oui, mais ça ne va pas parce qu'un tel, il ne veut pas » ou « On leur a demandé, ils n'ont rien fait ». Alors on passe au-dessus et on continue, quoi. Pour assurer cette pérennité, on l'a évoqué très brièvement, on a développé, quand on parlait de boîte à outils, ils ont vraiment une panoplie de documents et de procédures. Alors, j'aime pas le mot procédure parce que c'est des techniques d'animation qui sont bien documentées, bien décrites. Et même si à un moment donné, l'une ou l'autre personne de leur équipe quittait, et si du sang neuf arrivait,
ils ont de quoi se réapproprier assez facilement la méthodologie. Voilà. Quelqu'un d'autre? Autre question? Je prends le micro. Vanessa, allez, tu peux si tu veux. Non, bah écoutez. Si c'est terminé, merci. Oui, ah. Non, attends, parce que je vais te donner le micro, parce que sinon, personne ne profitera de ta question. Donc tu as parlé d'une méthode, tu as évoqué le terme agile. Je me demandais si c'était une méthode vraiment propre à vous que vous avez développée de A à Z, ou bien si vous êtes inspiré Agile, Scrum, Google Design Sprint Kit, ce genre de trucs. Alors là, pas du tout. Rien de tout ça. Pas de C'est du formule Made in toute faite. Belgium total. Non, c'est surtout du Made in, on l'a fait ensemble. Voilà, en fonction des réalités de terrain et des interventions des uns et des autres. Voilà. Quand on a commencé cette mission, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de freins et qu'on risquait d'aller droit dans le mur. Et donc on s'est dit, il faut qu'on soit audacieux et qu'on soit innovant sur la manière de travailler. Et donc on n'a pas été chercher des techniques avec des noms qui impressionnent. On a fait... on s'est dit on va être des bons bricoleurs. Et donc on va vraiment utiliser les ressources qui sont là. Et on savait où on voulait aller. Ça, c'était très important pour nous. Donc la notion d'objectif était vraiment très importante. Et donc c'était de pouvoir se fixer ces objectifs, de les confirmer avec le client et après de pouvoir effectivement mettre en place. Alors ça n'a pas été facile tous les jours parce que je vous disais d'avoir les bonnes personnes des équipes qui rejoignent. Voilà, on a eu quelqu'un qui avait parfois du mal à comprendre là où on voulait l'emmener. Et donc l'arrivée de cette personne qui était plus un talent que quelqu'un qui avait vraiment de l'expérience a fait du bien aussi à ce projet-là. Oui, alors, et le leadership, on parlait tout à l'heure de leadership, il est évident aussi que dans les réunions qui ont eu lieu préparatoires, où là, il y avait beaucoup de monde qui participait, je vous l'ai dit, ça n'a pas été rose tous les jours, et on a constaté chez certains une résistance au changement, mais à un niveau que vous pouvez même pas imaginer, ou si vous pouvez très bien l'imaginer en fait, si vous pouvez très bien l'imaginer, alors que c'était des acteurs directement impliqués à premier titre avec cette structure R&D, donc c'était des gens des massifs forestiers, donc à un moment donné, tant pis, on y va. On y va, on sait que ces gens-là seront les premiers à râler, mais finalement, au bilan, c'est les premiers à dire, ok, voilà, on adhère, quoi. Donc, on ose et on prend le leadership, quoi. Oui. Alors. Allez, fake news. Vous avez parlé d'une éventuelle future collaboration, si j'ai bien compris, puisque et elle serait de quelle nature alors, puisque vous nous expliquez que vous avez à la limite apporté les outils de façon très pertinente sans doute pour que eux puissent, vous leur avez appris à pêcher plutôt, c'est vraiment l'idée, j'imagine. Donc, quelle serait alors la nature d'une future collaboration? L'idée, c'est une réflexion, c'est de pouvoir mettre en place la même approche sur un nouveau territoire sur lequel on mettrait vraiment en place le projet de créons une destination. Et de pouvoir utiliser, il faudra effectivement les outils de stratégie, etc., et les 10 facteurs de réussite de l'innovation, mais de pouvoir effectivement dire, là, le projet, c'est de mettre en place toutes les conditions de réussite pour la création d'une destination touristique. Donc pour l'instant, c'est en réflexion et encore rien de formalisé. Tu sais bien comme nous que ça ne se formalise pas comme ça. Mais l'objectif, c'est vraiment, la volonté, ce serait de pouvoir repenser, ça serait peut-être une autre équipe, ça serait peut-être une autre modalité de fonctionnement, mais les conditions de l'équipe d'impulsion seraient là et de pouvoir passer d'un territoire à une destination touristique avec des objectifs à nouveau très précis. Et au niveau en fait financier, montage financier, leur envie, maintenant, est-ce que ça sera possible? Leur envie, c'est d'arriver à avoir un subside où clairement l'objectif, c'est d'avoir un financement de projets, partenariats public-privé. C'est ça leur idée, quoi. Alors qu'on est plutôt sur des fonctionnements, des subsides de fonctionnement la plupart du temps attribués à une structure. Ici, c'est subside projet et
C'est clair que l'ambition dès le départ est d'être sur un PPP, partenariat public-privé. Donc la notion de projet devrait être clairement définie, parce que passer d'un territoire à une destination, ça peut être un projet très, très, très long, mais en tous les cas, c'est à un moment donné de définir, parce que ça doit être des missions, enfin ça doit être des moments courts, je pense aussi. Il ne faut pas envisager une équipe d'impulsion sur 10 ans, ça n'a pas de sens, sinon c'est plus une équipe d'impulsion, et donc il faudra effectivement bien définir. Mais donc, on voulait témoigner sur ce cas pour vous montrer qu'il y a des choses qui peuvent aussi innover sur la manière dont on travaille et voir que ça peut s'appliquer à vos territoires aussi. Voilà. Merci à toutes et à tous. Ah oui. Et oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Alors moi, c'était pas vraiment une question, c'était plus un peu un retour d'expérience, puisque donc moi je suis sur la destination Saint-Étienne et on a récemment en fait travaillé un petit peu dans cette approche-là avec les agitateurs et puis également les One Travel sur la réalisation aussi, le montage d'une équipe qui était à la fois avec des journalistes, des hôteliers, des sociopros, enfin plein de personnes. On s'est retrouvés, on a fait des ateliers, on a vraiment travaillé ensemble et se repositionner, voilà. Quelle est la vision, nous, de la destination, vers où on va. Et je trouve que surtout, ça nous a appris à collaborer beaucoup plus avec les acteurs. On a beaucoup plus, par exemple, réalisé des événements presse ensemble, à les faire venir, à imaginer des choses en commun. Et du coup, l'approche nous a beaucoup appris. Même nous, en interne, on a aussi réfléchi après à mettre en place un peu plus un fonctionnement avec un principe de groupe projet juste plus fort pour innover, continuer à aller dans ce sens-là. Ça a été un vrai apport pour nous. Oui. Merci pour votre témoignage. Voilà. Merci à tous. Excellente fin de EP pour tout le monde. Et merci.